Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire de la première moitié du XXe siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour la Belgique. Marie-Alexandrine Becker, à l'origine nommée Marie Petit-Jones, est née le 14 juillet 1879 dans le village rural de Wassemont, à Landen, en Belgique. Ses premières années ont été marquées par les dures réalités de la pauvreté, sa famille peinant dans les champs simplement pour survivre. Et comme beaucoup d'autres enfants à cette époque, elle n'a pas reçu beaucoup d'éducation. Au lieu de cela, on attendait d'elle qu'elle travaille, manquant ainsi les opportunités de l'école formelle. Malgré cela, Marie avait une détermination inébranlable à s'instruire par elle-même. Elle a demandé au prêtre du village s'il pouvait lui enseigner la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Et il n'a pas fallu longtemps pour que l'on remarque qu'elle était une jeune fille très brillante. Cependant, à l'âge de 16 ans, elle a pris une décision qui allait changer sa vie. Quitter sa famille pour aller vivre chez sa tante, qui possédait une boutique de cordes dans la rue Saint-Foline, dans la ville de Liège. À la fin du 19e siècle, Liège était un centre industriel prospère, alimenté par ses industries sidérurgiques et charbonnières. Ces rues étaient bordées de magnifiques bâtiments, témoignant de la puissance industrielle et du riche patrimoine de la Belgique. Marie semblait très heureuse. À Liège, c'était un départ de la vie rurale ardue qu'elle avait connue, une échappée vers la promesse d'une existence urbaine dont elle avait toujours rêvé. Il y avait beaucoup d'activités dans la boutique de sa tante. C'était un endroit animé, où le péquette, l'alcool traditionnel belge, aussi appelé gin belge, était toujours proposé. Ce geste d'hospitalité est devenu très important pour l'affaire, car les clients étaient régulièrement invités à partager un verre. Marie observait sa tante engager la conversation avec chaque client, ce qui lui a permis d'apprendre des compétences inestimables en observant et en absorbant ces échanges animés. La vie de Marie a changé de façon significative le 15 août 1896 lors des fêtes de la Marianne dans le quartier Autre-Mercé. Elle avait maintenant 17 ans et, au milieu des festivités, elle rencontra un homme nommé Jean, qu'elle épousa peu de temps après. La vie était belle pour le couple et en l'an 1900, lorsque Marie eut 21 ans, elle quitta l'emploi de ses tantes et trouva du travail dans un atelier de couture. Son dévouement et son talent furent rapidement reconnus, et elle excellait dans toutes ses tâches. Elle commença à se faire de nouveaux amis, et ceux qui la connaissaient la décrivaient comme jolie et pleine de vie. Elle avait une gaieté naturelle qui la rendait attachante, surtout aux yeux des hommes, qui, ignorant son mariage, lui demandaient souvent s'ils pouvaient la courtiser. Malheureusement, son mariage avec Yann n'a pas duré, et le couple s'est séparé. À présent, Marie avait gravi les échelons sociaux, n'étant plus couturière. À la place, elle supervisait les essayages dans un prestigieux magasin de mode sur la rue Peau d'Or à Liège. Grâce à sa nouvelle prospérité, elle avait réussi à obtenir sa propre résidence et avait commencé à fréquenter les quartiers aisés pour offrir son expertise en mode. En 1905, lors de l'exposition universelle, Marie fit la connaissance de M. Charles Becker, un homme fortuné, beaucoup plus âgé qu'elle, propriétaire d'une scierie et d'un magasin de meubles. Elle épousa M. Becker en 1906 et emménagea dans sa maison, qui était attenante à sa scierie. Ses deux fils, Charles Junior et Gustave, y travaillaient également. Cependant, l'intégration de Marie dans la famille Becker ne fut pas facile, et elle se disputait souvent avec l'épouse de Gustave, une jeune femme nommée Léontine. En fait, elle se disputait tellement qu'à la fin, M. Becker a dû intervenir et dire à sa belle-fille que si elle ne faisait pas la paix avec son épouse, il la renverrait de son poste dans l'entreprise. Cette tension a mis en évidence la difficulté de Marie à naviguer dans le réseau complexe des relations familiales au sein du foyer. Au cours des années suivantes, Marie a continué à travailler, bien que des rumeurs circulaient selon lesquelles elle aurait eu des liaisons avec de nombreux messieurs différents. En 1912, M. Charles Becker est décédé, ce qui signifiait que son fils, Charles Junior, a pris la direction de l'entreprise familiale. Marie semblait attristée par le décès de son mari et, afin d'occuper son esprit, elle a ouvert un atelier de couture dans l'une des pièces de la maison. Cela s'est avéré être un succès et a attiré de nombreux clients. Ses créations étaient fortement influencées par les œuvres de Paul Poiret, et elle reproduisait habilement ses vêtements dans ses propres créations distinctives. En 1914, la Première Guerre mondiale a commencé, et il se murmurait que Marie travaillait comme espionne pour l'armée allemande. Bien que la Syrie ait été gravement endommagée pendant les combats, sa résilience a prévalu, et dans les années qui ont suivi, elle a continué à prospérer après la guerre. L'atelier de couture de Marie connut un tel succès que, dès 1920, elle put réaliser son ambition et ouvrir une boutique de mode
dans la charmante rue Saint-Léonard à Liège. Elle employait 4 ouvrières et l'entreprise a très bien démarré. Cependant, en 1928, sa vie prit un tournant inattendu lorsqu'elle rencontra Maximilien Aldi, un homme de 20 ans, son cadet. Malgré leurs différences d'âge, ils devinrent passionnément dévoués l'un à l'autre. L'année suivante, les choses empirèrent lors du krach boursier de 1929. La récession économique signifia que l'entreprise de Marie commença à souffrir, et plus tard elle fut déclarée en faillite. Bien qu'elle ait perdu sa boutique, elle trouva du réconfort auprès de Lambert Bayer. Il affichait une image vertueuse, mais était localement réputé pour son comportement volage avec les femmes. Marie nourrissait un secret mécontentement envers la vie. Alors, lorsque M. Lambert Bayer lui fit des avances, elle succomba volontiers à ses propositions. La liaison avec M. Bayer lui donna l'impression d'avoir été réprimée sous le vernis d'une vie banale, et maintenant, elle décida qu'elle voulait vivre quelque chose de plus excitant. À l'automne 1932, Maximilien Audy est mort de façon inattendue. Sa mort a officiellement été attribuée à une indigestion. Après son décès, Marie reçut une indemnité d'assurance qu'elle utilisa pour ouvrir une autre boutique de vêtements. Encouragée par les conseils d'une amie, elle a élargi ses services pour s'adresser principalement à une clientèle aisée. Cela l'a menée à fréquenter des femmes riches, où elle a eu accès à des cercles sociaux élitistes. Elle a alors commencé à mener un train de vie extravagant, qu'elle a pu entretenir en empruntant discrètement de l'argent à ses nouvelles connaissances fortunées. Le 23 mars 1933, une dame nommée Madame d'Oppagna Castadol, une amie proche de Marie, est décédée après avoir consommé du thé que Marie avait préparé. Au départ, Marie, une personne reconnue pour sa compassion, avait proposé de s'occuper de la dame. Mais malheureusement, son état s'est détérioré sous les soins de Marie, ce qui a conduit à son décès prématuré. À la tristesse causée par le décès de Madame d'Oppagna Castadol s'est ajoutée la révélation que Marie avait récemment emprunté une somme d'argent importante à la défunte. Assez étrangement, Marie est ensuite allée vivre avec le mari de Madame d'Oppagna Castiga, alors qu'en même temps, elle voyait toujours Monsieur Lambert Bayer. En juillet 1934, lors d'une conversation privée avec un confident, Marie fit une déclaration surprenante, affirmant qu'elle possédait une substance capable de provoquer la mort de quelqu'un. Sans laisser de traces, elle aurait apparemment dit qu'une autopsie révélerait une mort naturelle. Cette révélation inquiétante prit une tournure sinistre lorsque Marie prépara du thé pour le mari veuf de Madame d'Oppagna Castiga, ce qui le rendit gravement malade, bien qu'il ait heureusement survécu. Cependant, il ordonna à Marie de quitter sa maison. Elle se lia d'amitié avec Monsieur Goucher, espérant qu'il rachèterait son atelier de couture, mais quand il refusa, il tomba gravement malade. Après un après-midi de thé et de gâteau avec Marie, il se remit de son épreuve, mais coupa tout contact avec Madame Becker. Sa relation avec Monsieur Lambert Bayer était désormais chancelante, et le 2 novembre 1934, Monsieur Lambert Bayer est décédé. Il succomba aux effets des tisanes administrées par Marie. Dans un rebondissement macabre, le testament du gentilhomme révéla qu'une somme importante d'argent était léguée à Marie, qu'elle dirigea aussitôt vers sa boutique de vêtements et son style de vie extravagant. Pourtant, les prétendus amis de Marie tombaient toujours malades. Le 20 mars 1935, alors qu'elle séjournait chez une certaine Julie Bosy, une maladie soudaine frappa la dame. D'abord considérée comme une indigestion, Marie prépara rapidement du thé pour tenter de soulager l'inconfort de son amie. Cependant, malgré ses efforts, Madame Bosé mourut peu de temps après. Les événements malheureux continuèrent dans les mois suivants. Le 1er mai, Marie rendit visite à une dame nommée Catherine Beckham-Perrault, ce qui se termina en tragédie. Après avoir offert du vin à son hôtesse, cela entraîna le décès soudain de la dame. Il semblait que la mort suivait Marie-Alexandrine Becker, pourtant toutes les femmes qu'il a rencontrées ne mouraient pas. Une dame nommée Madame Boulet, bien que gravement malade après avoir bu un verre de vin servi par Marie, a réussi à survivre. Le mois de mai fut témoin d'un nouveau chagrin lorsque Mademoiselle Eileen Louise Damonde mourut après avoir bu du thé servi par Madame Becker. À chaque décès, la suspicion s'accentuait. Pourtant, Marie restait impassible, sa façade d'innocence masquant une réalité glaçante. Il y eut d'autres maladies et malheurs qui entouraient Marie. Son amie Madame Flore tomba gravement malade après avoir bu du thé que Marie avait préparé, mais heureusement, elle s'en remit. Cependant, Madame Remissel, âgée de 67 ans, n'eut pas cette chance.
Elle était apparemment sous la garde de Marie lorsqu'elle mourut soudainement. Elle laissa derrière elle un testament désignant Madame Baker comme son unique bénéficiaire. Au fil de l'année, les soupçons autour de Marie s'intensifièrent lorsqu'une autre femme mourut alors qu'elle était sous sa garde. Elle s'appelait Madame Ivar Krull et elle n'avait que 55 ans. Cependant, malgré une enquête approfondie de la police sur ces décès, il manquait de preuves pour relier Madame Baker à ceux-ci. Finalement, l'enquête a été close et toute éventuelle accusation contre Marie a été abandonnée. Non découragée par l'attention portée sur elle, Marie a poursuivi sa routine mortelle, faisant 2 autres victimes, Madame Stevart et Madame Wilhelmsboot. Les 2 décès étaient entourés de mystères. Madame Stevart a légué 25 000 francs belges à Marie, et il y a des rapports selon lesquels des objets de valeur auraient disparu du domicile de Madame Wilhelmsboot. Après la première enquête sur Marie, la police n'a pas examiné les décès ultérieurs de ces femmes. Cependant, des rumeurs sur ses activités illicites ont persisté. Le 26 septembre, Madame Florence van Calarlanca, une dame âgée de 85 ans, est décédée dans des circonstances tout aussi suspectes. 2 semaines plus tard, une autre dame qui était sous la garde de Marie, nommée Madame Luxembourg, est également décédée. Cependant, par la suite, une lettre anonyme est parvenue au bureau du procureur public de Liège, ce qui a amené les enquêteurs à se demander comment il était possible que tant de personnes soient décédées. Alors qu'ils étaient en compagnie de Madame Baker, ils ont décidé de mener une nouvelle enquête. Des agents ont été envoyés pour parler à Marie. Ainsi, le 12 octobre, alors qu'elle se dirigeait vers la maison d'une dame nommée Madame Lamy, ils l'ont arrêtée. Leur présence, une interruption soudaine dans ses plans. Les agents ont ensuite procédé à une inspection minutieuse de ses affaires, ce qui a permis de découvrir dans son sac à main une quantité importante de digitaline, un médicament fabriqué à partir de la feuille de la digitale pourpre. Marie a vainement tenté de justifier la présence de cette substance mortelle en affirmant qu'il s'agissait d'un médicament pour une maladie cardiaque fictive. Mais cette explication s'est rapidement effondrée, et il est devenu évident qu'elle était sur le point de mettre à exécution son sinistre plan pour la 17e fois. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la sombre vérité a émergé. La maison de Marie a été fouillée et elle est rapidement devenue une scène d'examen minutieux, révélant de nombreuses preuves accablantes, des bijoux, des vêtements et divers effets personnels appartenant aux victimes décédées. À chaque révélation, l'ampleur de ces atrocités devenait de plus en plus glaçante, dressant le portrait d'une malveillance calculée, dissimulée derrière une façade d'innocence. Marie Baker a été arrêtée et inculpée de meurtre. Le procès de Marie-Alexandrine Baker débuta le 7 juin 1938 au Palais de Justice, un élégant bâtiment du XVIe siècle situé au cœur de Liège. Il avait fallu aux autorités 18 mois pour préparer le dossier contre elle. Cependant, le procès débuta avec une telle intensité que le juge jugea nécessaire de prononcer une journée de suspension. Cela offrit un répit bien nécessaire à tous les participants. Les débats étaient tout simplement extraordinaires. La presse et le public semblant fasciné par l'affaire. Après son arrestation, Marie avait subi un examen par 2 médecins, dont l'un s'appelait docteur de bloc et était spécialiste des maladies mentales. Dans son témoignage devant les tribunaux, il déclara sans équivoque qu'à son avis, Marie n'était pas atteinte de folie ni d'instabilité. Au contraire, ses actes étaient calculés et délibérés. Plus de 300 témoins furent convoqués pour témoigner devant le tribunal. Certains ont raconté comment Madame Baker avait assisté aux funérailles de ses victimes, faisant une démonstration théâtrale de chagrin. Ils ont décrit comment elle s'agenouillait près des tombes, versant des larmes, pour être ensuite aperçue plus tard, se livrant à des danses provocantes dans les boîtes de nuit de Liège et dépensant de façon extravagante l'argent. De l'argent qui lui avait été laissé par des personnes innocentes décédées alors qu'elles étaient sous sa garde. La police a allégué que Marie avait commis les crimes dans le but d'obtenir un héritage provenant des biens de ses victimes, en soulignant que 5 des défunts étaient des veuves. Il a été déclaré que lorsque Marie a été interrogée pour la première fois par la police, elle a calmement dit aux agents « Eh bien, vous pouvez les découper en petits morceaux et pratiquer des autopsies, mais vous ne trouverez rien. » Tout au long du procès, Marie a vigoureusement maintenu son innocence et, lorsqu'on l'a interrogée, elle a déclaré que chaque témoin avait inventé son témoignage. En réponse, le juge, dont l'attitude semblait désormais empreinte de frustration, lui a demandé « Devons-nous croire que tout le monde dans cette affaire, sauf vous, ment ?» Le 8 juillet 1938, Marie Baker, que la presse avait surnommée la Veuve Noire, a été jugée.
Elle a été reconnue coupable de 11 chefs de meurtre, de 5 chefs de tentatives de meurtre et a également été déclarée coupable de vol et de faux. Elle avait commis ces actes terribles sur des personnes confiantes et vulnérables qu'il a considérées comme une amie. Elle a été condamnée à mort par guillotine. Mais comme c'était la pratique en Belgique depuis 1863, sa peine a ensuite été commuée en réclusion à perpétuité. En entendant cette sentence, Marie s'est mise à pleurer de façon incontrôlable. Le juge s'est alors tourné vers elle et a dit « Abandonnez-vous au remords et essayez d'expier vos crimes ». Les gens continuaient à parler de l'affaire et se demandaient pourquoi Marie n'avait pas été arrêtée plus tôt. Beaucoup se demandaient si ces méthodes constantes, consistant à se lier d'amitié avec des hommes et des femmes vulnérables et à apparemment prendre soin d'eux lorsqu'ils étaient malades, l'avaient protégée des soupçons. En essayant de comprendre ses motivations, on pensait qu'elle avait été poussée par la cupidité, des problèmes financiers, et qu'elle était consumée par des désirs égoïstes d'un style de vie luxueux, qu'elle croyait mériter. Tout cela avait conduit à la disparition tragique de ses victimes sans méfiance. Marie Becker a été emmenée à la prison de la Forêt près de Bruxelles. Cependant, elle n'a purgé que 4 ans de sa peine car elle est décédée le 11 juin 1942, un mois avant son 63e anniversaire. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.